Salut à toi, chroniqueur, chroniqueuse en studio. Êtes-vous toujours là? On est toujours là. Et Pascal, tu te lances dans le légal, toi, avec nous ce soir. Ouais, c'est ça ma grosse bouchée. D'ailleurs, j'y vais avec un aveu de transparence pour commencer. Je suis, vous ne serez pas choqués, pas spécialiste de questions autochtones, juriste ou anthropologue. Je vous demande donc de prendre avec un grain de sel. Ma motivation ici était d'apporter un autre genre d'éclairage, de m'éclairer moi-même, en fait, surtout, c'est un peu égoïste, sur certains aspects qui semblent manquants dans le débat public, a fortiori à la lecture des sections commentaires. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, mais je le fais tout le temps, j'en parle à chaque fois. Bref, sur le côté légal des choses, parce qu'on entend souvent « c'est dehors la loi, ça n'a pas d'allure, envoyer la police, l'armée, il n'y a jamais rien qui est assez, finalement. » Donc, moi, en ma qualité de board game geek, j'aime ça, l'état de droit, j'aime ça quand les règles sont claires, quand c'est indiquer qui a le droit de faire quoi et comment est-ce qu'on va jouer ce jeu-là, finalement. En ma qualité de petite personne aussi, je trouve ça important, l'état de droit, parce qu'on ne voudrait pas que ce soit juste au plus fort la poche et la loi du plus fort. Bref, je pense que c'est généralement ce qu'on reproche à l'état de droit, c'est quand il ne fait pas sa job puis qu'il prête son pouvoir au plus fort. Je vous ai parlé d'un petit bout de mea culpa. Comme j'ai constaté. Il y a vraiment tellement de matériel historique, légal, juridique, jurisprudence que je serais capable de faire la saison complète de Salut à toi. La saison 2023, une fois que j'aurai mangé tout ça, bien sûr, ce qui n'est pas le cas encore. Donc, je vais y aller avec le plan, dans le fond, de la chronique que je voulais faire. Je voulais faire une chronique en mode pelure d'oignon. Donc, on commence par le petit bout du milieu, puis on rajoute une couche de contexte autour et une autre encore. C'est pour ça que j'ai réalisé que j'avais pris une sacrée bouchée. Bref, je voulais faire un cours, un rapide survol de l'historique, de la situation actuelle avec les protestations qu'on a eues, avec les revendications plutôt de la nation Wet'suwet'en. Tout ça, je commence pour ma première couche centrale de mon oignon en 2010. C'est à ce moment-là que la famille Unistoten vont fonder leur camp en Colombie-Britannique. Leur propos avec ça, c'est d'occuper le territoire qui considèrent qui est le leur, finalement. Voilà, nous sommes chez nous, et ce qui leur donne un certain levier, une certaine présence pour surveiller comment ça progresse, parce qu'il y avait déjà des projets de pipeline à ce moment-là. Un peu plus tard, c'est en juin 2012 qu'on annonce la construction de Coastal GasLink entre Dawson Creek et Kitimat. Dawson Creek, c'est à l'est de la Colombie-Britannique. C'est une zone de production de gaz naturel qui veulent rejoindre jusqu'à Kitimat, où ils vont construire une usine de liquéfaction pour exporter vers les marchés asiatiques. En mars 2003, ils commencent les processus d'évaluation environnementale. On est toujours sous un gouvernement conservateur à ce moment-là. C'est au niveau provincial pour commencer. Les certificats d'autorisation sont émis à la fin de l'année 2014 et c'est en 2015 qu'ils annoncent avoir signé des ententes avec les peuples autochtones dont les territoires sont traversés. Le hic, qui n'est pas suffisamment souligné, c'est que ces ententes, le hic, pas nécessairement un hic, mais là où est la nuance, c'est que ces ententes-là sont signées avec les conseils de bande des dites nations. Les conseils de bande sont la création de la loi sur les Indiens, une patente de la couronne britannique de 1876 qui a été intégrée essentiellement telle quelle. Donc on dit, voici, vous avez de petits territoires, vous allez tenir des élections, vous allez faire l'administration et la gestion de ce territoire-là, mais c'est pas mal juste ça, votre territoire. Donc, ces ententes-là qui ont été signées avec les représentants élus selon un cadre légal dont l'objectif était essentiellement l'assimilation, finalement, qui représente vraiment une fraction absolument infime du territoire qui est concerné. Oui, en 2016, ils ont l'approbation de la Régie de l'énergie, la BC Oil and Gas Commission. Et en 2018, alors que le camp est toujours présent et il commence à avoir plus de résistance, c'est à ce moment-là, quand ils veulent commencer les travaux préparatoires, qu'ils vont demander et obtenir une injonction de la Cour de Colombie-Britannique pour permettre l'accès au site à leurs travailleurs.
C'est en 2019, la première fois que la GRC tente de faire appliquer cette injonction-là. Ils le font effectivement, ils arrêtent une quinzaine de personnes, ils les déplacent et permettent aux travailleurs de rentrer, mais ils se retirent quand même tout de suite après pour relancer d'autres rondes de négociations avec les chefs héréditaires. On va revenir sur les chefs héréditaires tantôt, c'est dans l'autre couche de mon oignon. Puis en 2020, finalement, au printemps, c'est pas au printemps, mais au début de cette année, c'est à on vient de me faire un signe. C'est à ce moment-là qu'ils vont effectivement défaire les barricades. Les membres de la Première Nation sont toujours sur place, mais les barricades ont été enlevées et c'est ce qui a déclenché les grosses vagues de protestation. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur le deuxième côté. La deuxième couche d'oignon. Pour le côté historique, la majorité du Canada, les prairies, oui, et l'Ontario ont été couverts déjà dès le 18e siècle, pas mal à grandeur par des traités, c'est-à-dire la couronne s'entend avec une nation pour dire, bon, ben, vous nous cédez vos droits sur cette terre-là, on reconnaît que vous avez des droits quand même, vous faites continuer vos activités traditionnelles. On ne part pas d'industrie ou de commerce. Un appauvrissement ici. Le Québec et la Colombie-Britannique n'ont pas été touchés par ces traités-là, ou du moins très, très peu. C'est le cas en Colombie-Britannique. Ça nous amène, on fait un saut en avant, en 1997. Ça, c'est l'arrêt d'Elgamook qui change beaucoup de choses. C'est après une première défaite en cour provinciale, la Cour suprême dit que les Wet'suwet'en ont effectivement des droits ancestraux. Qui ne sont pas exactement des titres de propriété, mais des droits ancestraux. Ils disent, entre autres, que les traditions orales sont une base recevable pour démontrer l'occupation du territoire et ça ouvre la porte à une reconnaissance des droits de ces nations-là sur les terres qu'ils réclamaient. Par contre, le jugement, il ne va pas jusqu'à délimiter ce territoire-là. Il dit, vous devriez négocier, il y a effectivement un bon guess, là. Ça fait qu'on a le top du top de notre état de droit qu'on dit c'est la loi qui est importante. Donc, le plus haut niveau, le dernier arbitre, il vient dire oui, effectivement, vous êtes chez ces gens-là en 97. Et en 2013, on annonce le projet, puis il n'y a rien de plus qui a été fait finalement. Ces territoires-là n'ont pas été cédés encore. C'est d'ailleurs ce qu'on va appeler les territoires non cédés. Il y a une reconnaissance qu'on est chez quelqu'un et ce quelqu'un-là n'a jamais été vaincu, n'a jamais cédé ses terres. C'est là qu'on en est finalement. Même si on veut pas aller dans la justice avec un grand J, de à quel point c'est legit de rentrer chez quelqu'un, de t'installer à sa place et de pas reconnaître ses droits, même la justice des ministères et son petit J, même celle-là, on réussit même pas à passer ce test-là. Je vais être obligé de terminer là-dessus d'ailleurs, mais je vais avoir une couple de liens à vous partager parce qu'il y a énormément de matériel, comme je l'ai réalisé. Et particulièrement, je vais juste en citer un seul qui est super intéressant. C'est le native-land.ca. C'est une OSBL canadienne qui se veut un outil éducatif et pédagogique qui permet de voir en Amérique du Nord l'entièreté de toutes les... l'entièreté, c'est un travail ongoing, mais de tous les territoires, de tous les traités, de toutes les langues historiques qui ont été parlées et des différentes nations. Bref, des tonnes d'informations. Merci, Pascal. Est-ce que je comprends bien? Tu vas avoir une deuxième couche d'oignon pour nous, une prochaine chronique. C'est un gros oignon. Tu seras déjà prêt pour plusieurs autres pelures d'oignons. Mais on pourra suivre déjà les liens que tu vas partager sur la page Facebook de Salut à toi. Tu nous rappelles d'ailleurs qu'on peut aller la liker et lui donner de l'amour.